Jean-Claude Maillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Emmanuel Macron vient de décider de maintenir pour 2018 la suppression de 80% de la taxe d'habitation, en tout cas de mettre en marche ce mécanisme qui s'étalera, c'est exactement, qui s'étalera jusqu'à la fin du quinquennat. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Écoutez, c'est une réaction un peu tardive à partir du moment où c'était un peu cafouillou la semaine dernière, mais ça ne règle pas le problème. Moi, ce que je crains avec le budget tel qu'il est présenté aujourd'hui, on verra quand il sera en débat à l'Assemblée nationale, mais que ce budget a un caractère récessif. À partir du moment où il a un caractère récessif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il risque de plomber l'activité économique. Je rappelle que le taux de croissance en France est inférieur au taux de croissance moyen dans l'Union européenne, donc fragiliser la consommation, etc. Donc ça veut dire ne pas s'attaquer au fond sur le chômage. Donc la taxe d'habitation, ça va quand même compenser la hausse de la CSG. Pas pour tout le monde. Il y aura quand même des victimes. Je rappelle qu'il y a 3 catégories qui vont être plombées par la hausse de la CSG. Ce sont les fonctionnaires, ce sont les indépendants et les retraités au-dessus de 1100, 1200 euros par mois. Donc ça fait quand même pas mal de personnes qui risquent d'être plombées. Sans parler du reste du dossier, de transformer une cotisation en impôt sur l'assurance chômage qui pose de lourds problèmes. Mais ça, on en discutera avec le gouvernement. Vous dites que ça va être récessif, mais le Premier ministre a promis samedi qu'il y aurait une baisse des prélèvements obligatoires de 7 milliards. Est-ce qu'on peut le croire, compte tenu effectivement des hausses qui ont été annoncées, du trou de 8 milliards à combler, nous dit l'audit de la Cour des comptes ? Oui, mais écoutez, c'est un peu compliqué l'équilibre de ce budget tel qu'il est dessiné aujourd'hui. On voit pas très bien en fait comment ça va tourner. Maintenant, il y a des inquiétudes parce que en même temps, il a laissé entendre dans son discours qu'il pourrait y avoir des missions de service public qui seraient exercées par d'autres. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il y a des risques de privatisation de missions de service public. Alors, on peut pas être à la fois partisan des valeurs républicaines et ça, il a raison. En même temps, de laisser entendre qu'on pourrait privatiser certaines missions de service public. Donc, j'attends de voir. Ça permet de faire des économies ? Oui, mais c'est pas sûr. Vous savez, quand on a créé les opérateurs publics au fil des années, alors c'est des opérateurs publics certes, mais je pense que c'était moins coûteux, peut-être plus efficace quand c'était dans l'administration. Alors les fonctionnaires, justement, vous disiez qu'ils allaient être victimes de cette hausse de la CSG. Le gouvernement a annoncé la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat, le gel du point d'indice, le rétablissement du jour de carence. Est-ce que ces fonctionnaires-là, ce sont bien la variable d'ajustement du futur budget ? C'est une des variables d'ajustement, bien entendu, à la fois sur les effectifs, on ne sait toujours pas où d'ailleurs au passage, à quel endroit on va supprimer des effectifs, variable d'ajustement y compris en termes de pouvoir d'achat, un peu stigmatisé comme population. C'est jamais sain de vouloir opposer le salarié du privé, le salarié du public, ça ne porte jamais chance à ceux qui le font. Donc je pense que là, ils ont notamment le jour de carence. Pour autant, il y a une disparité entre public et privé justement sur le jour de carence ? Oui, justement, mais le jour de carence dans le privé, beaucoup de salariés n'en ont pas. Pas tous, mais beaucoup de salariés n'en ont pas parce que nous avons discuté avec les employeurs et qu'il y a par des systèmes de mutualisation de prévoyance la prise en charge de ces jours de carence. Alors que les fonctionnaires, l'État, là, il y avait un jour et l'État le supprime. Et en plus, l'équilibre, c'est pour 170 millions d'euros, je pense que ça n'en voulait pas la peine. Ça permettra quand même de faire baisser l'absentéisme. C'est une des raisons qui a été évoquée, notamment pour le rétablissement du jour de carence. Moi, je pense que c'est surtout pour gratter 170 millions d'euros, plus que de faire chuter l'absentéisme. Quand les gens sont absents, ils sont absents. Alors il y a la pénibilité aussi, ça va changer parce que le gouvernement a annoncé une modification du compte pénibilité. Est-ce que vous avez appris cette nouvelle ce week-end par surprise ou est-ce que vous aviez été informé avant ? On avait abordé rapidement le dossier. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on avait parlé, le président de la CPME en avait parlé également. On avait abordé avec le ministère ce dossier. J'ai eu un coup de fil vendredi après-midi pour m'informer de la lettre qu'allait envoyer le Premier ministre que nous avons eu ce week-end. Parce que les critères demeurent. Il y en a 4 qui sont traités de manière différente, qui sont pas les plus simples. C'est ceux qui souvent peuvent faire le plus de dégâts sur la santé des salariés. Moi, ce que je regrette dans cette affaire, c'est on met pas assez l'accent sur la prévention, parce que là, les gens qui ont été impactés par une maladie professionnelle pourront partir 2 ans avant. Voilà, c'est ça un peu le mécanisme. J'aimerais bien qu'on soit plus attentif aux questions de prévention. Il faut mieux éviter que les gens arrivent cassés à la fin ou en maladie professionnelle. Il faudra d'ailleurs redéfinir ces maladies professionnelles, donc c'est pas terminé. Nous, on souhaite que les caisses régionales de sécurité sociale, qu'on appelle les CARSAT, soient dans le coup, parce qu'elles ont des ergonomes, des ingénieurs de prévention. Et puis j'ai trouvé mesquin, je le dis franchement, la suppression de la toute petite cotisation qui existait. Patronale. Oui, patronale qui existait. On transfère ça
sur les accidents du travail, du maladie professionnelle, pourquoi pas, mais ce serait quand même logique qu'il y ait un financement par les entreprises. C'est un petit cadeau fait au patronat ? Ouais, un petit cadeau, mais c'est mesquin. C'est mesquin. On va écouter Laurent Berger qui a pris la parole sur ce sujet ce matin. Je rappelle quand même que le président de la République, dans sa campagne, avait dit que ce compte pénibilité serait supprimé ou suspendu. Vous vous y attendiez ? Et lorsque nous avons rencontré le Premier ministre, je lui avais dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour une raison simple, c'est que ce compte prévention de la pénibilité, c'est simplement la réparation ou la prévention pour des personnes qui meurent plutôt du fait d'un travail pénible ou qui meurent qui vieillissent en mauvaise santé du fait de ce travail. Il faut le redire parce qu'on parle jamais des gens en fait. On parle de tuyauterie, de dispositifs. Et donc on avait dit tout de suite, il est hors de question de le supprimer. Pour 6 critères de pénibilité, ce compte se maintient exactement pour les personnes, exactement comme il était prévu. Vous êtes de l'avis de Laurent Berger ? Oui, on n'a pas de désaccord de fond, sur le dossier. Le dossier n'est pas complètement verrouillé, il n'est pas terminé, il faut qu'on en discute encore. Mais c'est vrai que cette réforme, elle était un peu inapplicable, disaient les entreprises. J'ai toujours dit, mais il y a longtemps, c'est quand même compliqué de définir une posture pour le Oui, non, mais j'ai expliqué il y a longtemps que l'objectif, c'était que ce soit efficace pour les salariés et simple pour les entreprises. Et j'ai toujours dit qu'effectivement, pour les TPE et les PME, ça pouvait être compliqué, il y avait un côté usine à gaz. Ça, on l'a toujours expliqué. On était donc pour une simplification. Maintenant, ça ne règle pas le problème. Écoutez, vous savez, dans le temps, tout le monde partait à 60 ans. Là, quelqu'un qui aura une maladie professionnelle reconnue, il partira à 60 au lieu de 62. Voilà, donc faut pas non plus... c'est pas l'Amérique, ce truc. Je vous ai entendu dire usine à gaz. C'est vrai que c'est un terme qui a parfois choqué. C'est le terme qu'a employé le MEDEF. Et puis, tout récemment, là, Muriel Pénicaud, vous avez été... Ça fait un moment que je le dis. Hein. Usine à gaz, c'est le terme qu'il fallait retenir finalement pour ce compte pénibilité. Pour un employeur TPE, PME, ça pouvait être très compliqué. Alors on va passer à la loi travail, elle est en débat dans l'hémicycle cet après-midi. Vous faites part d'une relative bienveillance, on dirait, par rapport aux discussions qui ont été entamées. Pourquoi ? Alors qu'il y a quelques mois, au moment de la loi El Khomri, vous étiez vent debout contre ce projet. C'est pas moi qui ai changé, c'est le contexte. Écoutez, l'année dernière, on n'avait pas de concertation. Je l'ai expliqué à différentes reprises, y compris dans ce studio. On faisait des propositions, pouf, on a l'impression que c'était tout de suite dans la corbeille. On a découvert dans la presse le projet, etc. Là, sur la méthode, ça a changé. Moi, j'en prends acte, je suis pragmatique, je suis pas un idéologue. Hein, donc sur la méthode, mais les lignes rouges, elles ont pas changé, si ? Ah ben non, les lignes rouges n'ont pas changé. Mais je vous rappelle, par exemple, je prends juste... Vos lignes rouges de l'époque, c'était l'inversion de la hiérarchie des normes, c'était la barémisation des indemnités prud'homales. Surtout l'inversion de la hiérarchie des normes nous concerne. C'est FO qui avait mis l'accent sur cette... Oui, mais regardez... C'est sur la table, là, aujourd'hui. On démarre avec tout à l'entreprise. On n'en est plus là, aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà réussi à conserver la branche et restaurer la branche. Tout n'est pas réglé, hein, parce que tout ce qui sera négocié exactement dans l'entreprise, on saura ça au moment de la consultation sur les ordonnances. Mais on a redonné du pouvoir à la branche. C'est ce que nous voulions. Donc, c'est un élément qui a bougé. C'est une vraie concertation. Après, on se positionnera in fine sur le dossier quand on aura le texte des ordonnances. C'est là qu'on aura les choses. Projet de loi d'habitation, moi j'ai pris l'image de, c'est comme quand vous allez au resto, vous avez une carte, vous pouvez manger que ce qu'il y a sur la carte, hein, c'est évident, mais vous n'êtes pas obligé de tout manger non plus. Donc les députés vont examiner la carte du restaurant à partir d'aujourd'hui. Nous, on a commencé à être dans les recettes des plats déjà. On va écouter Philippe Martinez pour la CGT qui s'est exprimé ce matin. Nous réclamons tous les syndicats une réunion, une multilatérale, comme on dit, tout le monde autour de la table. Fin août, pour pouvoir... Vous irez ? Pour l'instant, elle n'est pas prévue. Oui, mais nous la réclamons. Vous la réclamez. Et pour l'instant, le gouvernement n'a pas dit oui. C'est-à-dire qu'il veut nous présenter, il présentait des ordonnances en disant voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Ça, c'est pas du dialogue social. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Vous êtes d'accord avec Philippe Martinez ? Il faudrait une grande concertation quand même ? Oui, non, mais vers la fin du processus, à un moment donné, il faudra que tout le monde soit autour de la table. Mais ça sera je pense, vers la fin août. On n'a pas de date précise, mais ça, tous les syndicats le demandent et je l'ai réclamé également, bien entendu. Parce que vous le dites, il y a quand même un certain flou. Vous ne savez pas exactement quel sera le contenu finalement de ces ordonnances. Il faut savoir ce qu'on veut. Écoutez, où le gouvernement nous dit, voilà, c'est ça, vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est la même chose, on le fait quand même. Auquel cas, c'est un passage en force. Ou le président de la République a annoncé des têtes de chapitre pendant sa campagne. Là, ils sont en train de remplir les têtes de chapitre. Mais il y a différentes manières d'écrire après sur tous les thèmes, que ce soit sur les prud'hommes, que ce soit sur les institutions représentatives du personnel, où là, on a pour le moment de gros désaccords dans les discussions que nous avons. Donc on va voir comment les choses évoluent. Et moi, je n'anticipe pas, je suis pragmatique. On n'a pas changé de position, on a toujours les mêmes lignes rouges. Et on verra à un moment donné quand on aura le texte des ordonnances. Et ça peut pas être à la fin. Il faut que courant août, on ait le texte des ordonnances, qu'on travaille sur le projet et qu'on puisse encore faire bouger les choses.
choses. Sinon, s'il y a problème, il y a problème. Je le dirais aussi simplement que je l'ai fait l'année dernière. Et si c'est correct, c'est correct. On le dira également. Mais c'est sur le texte qu'on se prononcera. La barémisation des indemnités prud'homales, c'est pas un nom de principe. Ça dépendra du montant finalement. C'est pas seulement un montant. C'est pas forcément un montant. Ça peut être un barème. Nous, on va proposer un barème. On va nous-mêmes proposer un barème. Et on a toujours dit depuis le début, ça dépend du barème et il faut que le juge, dans des cas particuliers, puisse ne pas le respecter. Parce qu'il y ait une dérogation à ce barème. Ça fait deux conditions. Est-ce que le gouvernement les entendra? On verra. Est-ce que vous avez d'autres lignes rouges? Je pense notamment au référendum à l'initiative de l'employeur ou peut-être au contrat de chantier qui pourrait se généraliser. Référendum, il y a une opposition de Force ouvrière, mais des autres syndicats aussi, référendum à l'initiative du seul employeur. Donc ça c'est non. Oui, ça, il en est hors de question. De la même manière, s'il doit y avoir plus de négociations, il faut voir les thèmes, on ne sait pas lesquels encore, dans l'entreprise, ça ne peut se faire qu'avec les syndicats représentatifs. Pas question de court-circuiter les organisations syndicales. Voilà, ça, ce sont des problèmes qui aujourd'hui ne sont pas réglés. Donc, ça fait partie, effectivement, des lignes rouges. Et la fusion des instances représentatives du personnel, ça vous inquiète justement d'un recul, finalement, des syndicats dans l'entreprise? Ça inquiète dans toutes les organisations syndicales, parce que ça signifie quoi? Moins de moyens en hommes, moins de moyens en heures de délégation, premièrement. Donc ça, on l'a dit au gouvernement, vous ne pouvez pas faire une fusion si vous n'augmentez pas de manière importante les heures et le nombre de mandats. Il faut regarder les choses plus précisément. Et il faut que, sous une forme ou une autre, le comité d'hygiène sécurité des conditions de travail, s'il s'appelle comme ça ou autrement, peu importe le nom, conserve la possibilité d'ester en justice sur les questions de sécurité et de santé. Voilà, ça c'est deux contraintes que l'on pose au gouvernement. On verra là encore comment il répond. Est-ce que vous savez quels secteurs seront concernés éventuellement par le contrat de chantier? À quel secteur il pourrait être étendu? Écoutez, je ne vois pas. Pour le moment, ce que j'ai compris, c'est que ça ne sera pas négocié en entreprise, ce ne sera pas open bar pour les entreprises. Ça, c'était une ligne rouge. Éventuellement discuter éventuellement, je dis bien discuter au niveau des branches. Donc, je ne vois pas. Franchement, je pense que c'est une vision idéologique des choses. L'extension du contrat de durée indéterminée de chantier, c'est une remise en cause du contrat de durée indéterminée. Il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, il existe dans deux secteurs. Le secteur des chantiers, le bâtiment, et le secteur du Syntec, des services d'une manière générale. Il n'y a pas beaucoup d'autres secteurs qui, selon moi, pourront en bénéficier parce que c'est pas utile, c'est pas demandé partout. Donc ça doit être circonscrit dans ces deux secteurs-là pour vous et ça ne doit pas être étendu. Ah non, faut surtout pas que ce soit étendu. Non. On va écouter Hugues Rançon, député de La République En Marche, ce matin. Il y a une discussion en commission, il y aura une discussion en séance. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Mélenchon appelle au dialogue et à l'écoute réciproque. Je saisis cette main tendue. J'écoute aussi ce que nous a dit le Premier ministre ce week-end. Il faut avancer dans l'écoute bienveillante. On croit, vous le savez, à La République En Marche, à la bienveillance, à l'intelligence collective. Et c'est dans cet esprit qu'on va essayer d'aborder ce sujet. Alors justement, pour revenir sur le travail qui a été fait en commission, aucun amendement n'a été adopté, ni de la majorité, il y en a eu qu'un, faut le dire, et ni de l'opposition, il y en a eu pas mal du côté de la France insoumise. Est-ce que vous avez l'impression vraiment que les députés, là, font leur travail, finalement? Écoutez, c'est un projet de loi d'habilitation. Alors ça, c'est le choix du gouvernement. Il aurait pu faire un projet de loi normal. Bon, c'est le choix du gouvernement de pratiquer par ordonnance. Nous, ce qu'on a exigé syndicalement, c'est que ça se passe pas au mois d'août. Mais je pense que les députés voulaient des vacances aussi. Que ça ne se passe pas au mois d'août, qu'il y ait une vraie concertation sur le fond, etc. Moi, je vous le dis, finalement, c'est les syndicats qui ont fait le boulot des députés, non? Le travail des députés, c'est pas nous qui écrivons la loi. Il n'y a pas de signature ou d'absence de signature à la fin du texte. Mais c'est aussi le respect du Code du travail, ce que n'avait pas fait le précédent gouvernement. Ça veut dire envoyer un document d'orientation et faire une vraie concertation. Et on est dans notre rôle de syndicat quand c'est au-delà d'une consultation, que c'est une vraie concertation, qu'on puisse faire bouger ou pas. On verra à la fin des travaux. On peut faire bouger les lignes. Là, je vous disais tout à l'heure, on est à nous déjà commencer sur les recettes des différents plats possibles. Mais les recettes sont pas encore terminées. Donc les députés, eux, sont sur la carte. Pas question pour vous de manifester, là, que ce soit le 12 juillet à l'appel de la France Insoumise ou le 12 septembre à l'appel de la CGT? En général, systématiquement, Force ouvrière ne manifeste jamais à l'appel d'un parti politique. Je rappelle que nous confondons, les partis politiques ont leur rôle, leur place, on ne conteste pas ça, mais... Vous ne vous joindrez pas au cortège? Ah non, jamais sur des appels politiques. On est une organisation indépendante. Après, on verra. Écoutez, moi, pour le moment, on n'appelle à aucune mobilisation. Pour le 12 septembre, vous verrez. On attend de voir ce que sera le texte. Vous avez dit tout à l'heure les ordonnances, pourquoi pas, finalement, parce qu'il faut aller vite. C'est le cas aussi pour le compte pénibilité. Vous n'avez pas l'impression que finalement, il pourrait y avoir beaucoup de choses qui passeraient par ordonnance dans ce quinquennat?
Bah écoutez, non, je pense pas. Enfin, j'en sais rien. C'est pas moi qui décide s'il y a des ordonnances ou pas. Vous savez, c'est pas l'ordonnance, c'est un outil. Si on est d'accord avec le contenu, ça me pose pas de problème. Historiquement, la création de la Sécu après la guerre, c'était des ordonnances. La 5e semaine de congé payé aussi, par exemple. Alors, il y en a d'autres avec lesquels on n'était pas d'accord. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une vraie discussion. Et puis, je dis bien, c'est à la fin. Qu'est-ce que va retenir le gouvernement? Il a le choix. Moi, c'est ce que j'ai dit au président de la République quand je l'ai vu au début de son mandat. Je dis où il passe en force et il aura des réactions. À un moment donné, il aura un effet boomerang où il choisit de faire une vraie concertation. Vraie concertation, c'est pas passer pendant l'été en force. C'est de tout mettre sur la table et d'entendre nos lignes rouges. Bon, il a dit, ok, on essaye la concertation. Eh ben, s'il essaye la concertation, on concerte et on verra la fin. Une dernière question sur le financement des syndicats. La loi travail aborde aussi le rôle de l'AGFPN. C'est un peu compliqué, c'est la structure qui finance aujourd'hui syndicats et patronat. Selon un bilan qui a été publié par la revue Droit Social, ça vous aurait fait gagner quelques 12 millions d'euros par rapport à l'ancien financement. Est-ce que c'est exact? Est-ce que vous avez gagné de l'argent sur cette nouvelle structure imposée par la loi Sapin? C'est le gouvernement précédent qui a mis ça en place. On n'a pas gagné plus d'argent. C'est un regroupement de fonds existants. C'est géré nationalement avec commissaire aux comptes, etc. Je veux dire, c'est plus de travail pour les confédérations qu'auparavant. C'est des choses qui se faisaient avec les fédérations, par exemple, qui se font dans ce cadre-là. Donc, on a un gros travail de gestion. Vous n'êtes pas enrichi avec ce nouveau système? Non, il faut arrêter. Pardonnez-moi, il faut arrêter avec ces conneries-là. Et quand je vois que certains députés, ça me rappelle l'affaire Perruchot. Moi, j'appelle ça l'affaire Perruchot. Nicolas Perruchot qui était député. Quand j'avais demandé à l'époque à un de ses amis du même parti politique, mais qu'est-ce qu'il lui prend, M. Perruchot? Et son ami m'avait dit, il voulait se faire entendre et se faire connaître sur un point, il a trouvé ça, voilà. Donc il y en a des députés qui veulent se faire mousser avec des histoires, franchement, qui n'en valent pas la peine. En tous les cas, si on m'avait fait la moindre allusion, que ce soit le président de la République, le Premier ministre et ministre, comme certains journaux le font aujourd'hui, à ces questions-là, j'aurais claqué la porte. Merci Jean-Claude Mailly d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire général de Force ouvrière, et très bonne journée à vous. Merci.